Bonjour tout le monde, je suis très content de voir autant de monde intéressé par le sujet. Alors le potentiel, il y a des mythes, et on la vie dure, et je vais essayer de pulvériser un peu d'anti-mythes, mais je ne garantis pas les résultats, parce qu'ils sont tellement ancrés dans les croyances. Tout le monde connaît la norme, ce que c'est qu'être normal, comme tout le monde. Et bien, la norme, ça concerne, quand on a affaire à une répartition normale en statistique, quelque chose comme 68% des personnes. Et il en reste quelque chose comme 32% qui sont en dessous ou au-dessus. Alors, il y a des cas où ça se voit bien, qu'on est en norme. Ça, c'est un micro-chat. Ça, c'est un méga chat. Donc là, on ne se pose pas la question, on accepte de dire, ben oui, il y a des écarts à la norme qui peuvent être énormes. Chez les humains, parfois, ça se voit aussi. C'est un des 3 plus grands hommes du monde. On voit un autre avec l'homme le plus petit du monde. Donc, on ne leur discute pas la singularité. Elle est tellement visible qu'on l'accepte. Mais c'est pas pour ça que c'est facile pour eux. Quand on n'est pas à la bonne taille, quand on n'est pas dans la norme de l'environnement dans lequel on est, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça ne passe pas toujours bien. Ce monsieur, il est parisien, et dans un marché parisien, et il ne peut pas marcher debout. Il est obligé de trouver des endroits qui ne sont pas couverts. Alors, les croyances sur le potentiel, moi je leur vois 3 grandes origines. Les psychologues cliniciens, un magazine féminin et un des M. Terman dont je vais vous parler plus longuement. Les psychologues cliniciens, quand on va les voir, c'est qu'on a un problème. Donc si on leur demande de faire des statistiques, on va conclure que tous les hauts potentiels ont des problèmes. Des études un petit peu plus liées, un peu plus larges, montrent que ce n'est pas si évident. Il y a un certain nombre de hauts potentiels pour qui ça se passe bien. Mais bon, ce n'est pas ceux-là dont on va parler en priorité aujourd'hui, bien sûr. Les magazines féminins, il faut qu'ils remplissent leur colonne, mais ils ne vont pas toujours voir les scientifiques pour savoir ce qu'il y a à mettre dedans. Donc s'il y a des rédactrices de magazines féminins ici, l'association est prête à les informer en droite ligne des choses telles qu'elles se montrent dans la recherche, notamment en neurologie contemporaine. Et enfin, M. Terman, dont vous avez peut-être jamais entendu parler. Et bien, ce monsieur a eu un poids énorme dans l'histoire du haut potentiel. Il a découvert en 1905 des thèses qui avaient été mises en point par un Niçois qui s'appelle Alfred Binet, qui collaborait avec Théodore Simon. Eux, ils ont reconnu une commande du ministère de l'Éducation nationale français qui voulait un test pour détecter les élèves en retard scolaire. Donc ils l'ont mis au point entre 1904 et 1905. Et en le faisant tourner, ils ont découvert que ça mettait en évidence aussi des élèves qui méritaient d'avoir de l'avance scolaire. Ce test a été utilisé en France, par contre, il a traversé l'Atlantique et en 1908, il y a un jeune psychologue plein d'avenir qui s'en avait approprié et qui l'a retravaillé. Il en a fait le Stanford Binet, puis le Stanford tout court, le test de réussite de Stanford, de l'université de Stanford. Donc on n'était plus dans la mesure, on était dans la recherche de la réussite déjà. Ensuite, sur la base, avec d'autres tests, il a pu tester 1 700 000 soldats américains dans des perspectives d'orientation optimale. Et muni de cette aura de professionnalisme, quand il a démarré une étude sur les enfants surdoués à partir de 1921, il a eu tous les moyens qu'il a voulu. Et soit dit en passant, sa publication s'appelait « Une nouvelle approche de l'étude des génies ». Et ce monsieur a fini sa vie dans une association eugéniste. Mais bon. Alors donc, avec les moyens qu'il a eus, il a demandé à des enseignants de désigner dans des milliers de classes 3 meilleurs élèves. Et il a pu réunir un pool de 250 000 enfants, parmi lesquels on n'a gardé que 1528 ou 1480 selon les auteurs, parce qu'il a fait plusieurs micro-études. Disons 1500. Il en a gardé 0,6%.
Il n'a choisi que des enfants qui avaient un quotient intellectuel de plus de 140, et il a constitué un échantillon qui avait une moyenne de 150. Mais ces élèves-là avaient été choisis par des profs. C'était des bons élèves, bien gentils, bien sages, bien intégrés, qui ne parlaient que quand on leur avait donné le droit de parler, qui faisaient les devoirs, qui n'oubliaient pas leur calculatrice, et tout à l'avenant. Et ce monsieur, il a suivi sa cohorte d'élèves pendant 70 ans, jusqu'aux années 90. Enfin, il est mort. Mais sa femme puis ses successeurs, ils ont suivi pendant 70 ans. Et tout ce que ce monsieur et son équipe a publié sur les termites, comme on a dit, puisque c'était des sujets de termites, ça portait sur des hauts potentiels qui avaient un assez haut potentiel, puisque 150 de moyenne, c'est pas tout le monde, et qui avaient une bonne réussite sociale. Et il a éliminé, par exemple, ceux qui étaient entre 130 et 140, ou ceux qui avaient des résultats pas assez homogènes au test de QI. Ce faisant, il s'est privé de 2 personnes qui ont eu un prix Nobel ensuite. Alors que dans son échantillon, il n'y a eu aucun prix Nobel. Il avait éliminé les esprits indépendants, ceux qui avaient de l'initiative, ceux qui avaient des capacités à se démarquer un petit peu. Et il avait gardé tous les enfants de cadres supérieurs, bien cadrés, qui ont mené des carrières politiques jusqu'à leur retraite. Il a donc loupé William Shockley, l'inventeur du transistor quand même, qui a monté sa première usine de transistors depuis le nom de la ville, enfin, qui a créé la Silicon Valley, pour être précis. C'était la première industrie de la Silicon Valley. Et il a loupé le docteur Alvarez, qui a inventé la chambre à bulles, qui permet qui a eu permis de faire beaucoup de découvertes sur la matière, la structure intime de la matière. Voilà. Ben, tout ce qui a été publié pendant presque un siècle maintenant par l'équipe Terman, c'est devenu la Bible des personnes qui parlent de haut potentiel sur toute la planète, alors que ça portait sur un échantillon très, très, très biaisé, qui ne peut pas être considéré comme représentatif du haut potentiel. D'où le nombre de mythes qui circulent. Je vais essayer d'en pointer quelques-uns. Ça, c'est un travail qui a été donné par une maîtresse de maternelle à sa classe. Avec une question simple. Combien de poussins suivent la poule? Eh bien, il y a une petite précoce qui a répondu 3. Et elle a eu une bien mauvaise note, parce qu'elle avait regardé la direction des pieds des poussins. Et il y en a 2 qui ne suivent pas la poule, ils sont dans l'autre sens. Ça, c'est le rapport au langage du haut potentiel. Il va facilement être très exigeant sur le sens premier des mots. Et qui va vous donner des réponses. Alors, comme j'ai que 10 minutes, je ne vous ai pas mis de vos exemples, il y en a des savoureux. Il y en a d'autres, j'en mets de temps en temps sur la page Facebook de l'association AFEP. AFEIP. C'est parti plus vite que je ne voulais. Donc ça, c'est une étude du docteur Vèvre-Douré qui est allé piocher à l'hôpital Cochin à Paris des dossiers d'enfants surdoués. Et non pas d'enfants qu'on avait supposés surdoués, non, des enfants qu'on a détectés surdoués à 14 ans et qui sont nés à l'hôpital. Et elle a pris le rapport du pédiatre et elle a pris le rapport du gynécologue pour voir comment cet enfant était à la minute de la naissance, le lendemain de sa naissance, le surlendemain de sa naissance. Et là, on voit vraiment beaucoup de choses particulières. Alors qu'un enfant, en moyenne, tient sa tête dans l'axe au bout de 2 mois et 4 jours ou 3 mois, ce qu'on se réfère aux normes américaines ou françaises, dans son échantillon, c'était au bout d'1 mois. La préhension volontaire, 4 à 8 mois, 3 mois. Les retournements, 6 à 8 mois, 4 mois. La station assise, 8 à 10 mois, 6 mois, et ainsi de suite. Tout ça, c'est le développement moteur. Développement cognitif, le babillage, 7 à 8 mois, dans l'échantillon, 4 mois. Les premiers mots, 12 à 17 mois, échantillon, 9 mois, et ainsi de suite. On a donc des données réelles pour attester de l'avance, de la précocité de ces enfants. La solitude, je crois qu'on en a entendu parler déjà aujourd'hui, c'est autre chose. Alors voilà une courbe normale. Ce qu'on voit là-dessus,
l'enfant moyen ou l'adulte moyen QI 100. À un écart moyen, ce qu'on appelle un écart type, à moins 1, 15 points de moins, 85. À un écart type de plus, 15 points de plus, 115. On considère dans les milieux qui étudient le haut potentiel que la zone de confort, celle dans laquelle on peut échanger facilement avec des interlocuteurs, c'est plus ou moins un écart type par rapport à son positionnement. Ça veut dire que quelqu'un qui est à 100, quelqu'un qui est moyen, il va être à l'aise avec des interlocuteurs entre 85 et 115. Donc, il aura quand même 34 plus 34, 68% de la population de la planète avec qui il communique bien. C'est pas mal. Une autre étude faite par Leta Hollingworth indique qu'au-delà de 2 écarts types, c'est carrément l'incompréhension. Donc, notre personne moyenne pourra facilement communiquer, raisonnablement communiquer de 70 à 130, c'est-à-dire qu'aux 68% qu'on avait, on ajoute encore 13,5 et 13,5, 27, 68 et 27 sauf erreur, 85% de la population lui est accessible. Ça va, c'est raisonnable. On peut encore aller faire ses courses au magasin et rencontrer des interlocuteurs. Par contre, si on est à 130, qui est la limite que donnent les psychologues au potentiel, on ne peut pas parler de ce détail-là, eh bien, il n'y a plus que 15% de la population autour de soi. 13,5 plus 2. Si on est à 145, il n'y a plus que 2,28% de la population autour de soi. Et dans une classe, ça ne fait pas beaucoup d'interlocuteurs. Je ne parle pas du 160, qui est la limite de capacité de test de la WISC, par exemple, qui est l'outil le plus utilisé pour les enfants, qui fait qu'on n'a plus que 0,13% à peu près de la personne avec qui on peut échanger. Voilà, ça, c'est pour répondre à une croyance qui dit ces enfants-là n'ont qu'à s'adapter, n'ont qu'à faire des efforts, n'ont qu'à être plus sociaux. Là, ils n'ont pas beaucoup de sujets à échanger avec les enfants de leur âge. Et ils n'utilisent même pas souvent le même vocabulaire. Donc ils passent pour des pédants, des snobs, des gens un petit peu à part, et finalement, je crois qu'ils sont un petit peu à part. Voilà, en 10 minutes, tout ce qu'on peut dire sur ce qui s'est dit et sur ce qu'on peut en retenir. Je vous remercie.